Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure libre, une heure d'analyse et de décryptage des affaires qui font l'actualité avec Factuel Média. Je suis avec Jean-Marie Bordry, ravi de le retrouver. Bonjour Jean-Marie. Bonjour à vous Stéphane et meilleurs vœux à vous. Merci. Également avec nous Victor Lefebvre, journaliste avec à Factuel.media. Bonjour. Bonjour Stéphane. Ensemble, nous allons faire le point sur le projet annoncé par le président de la République Emmanuel Macron en septembre 2022 de répartir les migrants dans les campagnes de France, vous vous en souvenez. Où en est-on ? Ces installations, ces incitations sont-elles déjà une réalité ? Que faut-il en espérer ? Nous en débattrons également avec l'avocat Pierre Gentillet et Patrick Baudouin, président de la Ligue des droits de l'homme, qui vont nous rejoindre. Alors commençons avec vous, Victor Lefebvre. Vous avez enquêté sur ce projet Macron de répartition des migrants sur l'ensemble du territoire, notamment dans les communes rurales. Au départ, l'idée c'était quoi ? C'était que dans ces régions, les conditions de leur accueil seraient bien meilleures que dans les grandes villes. Alors la première question, c'est où est-ce que l'on en est ? Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, Emmanuel Macron a annoncé ce dispositif en septembre 2022, au moment où il annonce devant les préfets le projet de loi Immigration et Asile qui vient d'atterrir et qui vient d'être voté au Parlement et qui est actuellement étudié par le Conseil constitutionnel. Donc, il annonce cette mesure. Finalement, cette mesure ne figure pas dans le projet de loi, dans le texte définitif qui a été voté. Oui, ça qui est incroyable. Il n'en est pas question. En revanche, le dispositif existe déjà. C'est dans le cadre du schéma, alors c'est un terme un peu barbare, le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et d'intégration des réfugiés depuis 2021. Donc on peut l'appeler aussi le plan Schiappa, puisque c'était Marlène Schiappa, à l'époque ministre déléguée à la citoyenneté, qui l'a adopté. Alors, expliquez-nous quand même comment se fait-il que cette mesure n'apparaisse pas dans le texte voté à l'Assemblée nationale, au Sénat, et qui va être examiné actuellement par le Conseil constitutionnel. C'est un oubli ? Non, c'est pas un oubli, en fait, c'est simplement que ça existe déjà, et par conséquent, ça ne ressort pas du législatif, il suffit en fait simplement d'une circulaire des préfets pour le mettre en place. Donc c'est aussi simple que ça, c'est à la discrétion cette fois-ci donc des préfets qui essaient de le faire adopter aux élus locaux. Alors on va se pencher un petit peu sur ces incitations, puisque vous nous dites que c'est de l'ordre de l'incitation. On apprend donc que ce dispositif est déjà appliqué un peu partout en France. Comment ça se passe concrètement, si vous voulez ? De manière très concrète, l'incitation, elle porte non pas sur les communes ou sur les départements, mais elle porte sur les réfugiés eux-mêmes. Il faut préciser qu'il s'agit bien des réfugiés, donc ceux qui ont obtenu un titre de séjour après avoir fait une demande d'asile. Donc il ne s'agit pas des clandestins, il ne s'agit pas évidemment des clandestins sous OQTF, il s'agit uniquement des réfugiés, donc légaux, qui sont répartis donc, dans des communes rurales, donc qui sont peu ou très peu denses. Et en fait, c'est l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui se charge de cette répartition. Et ce qui se passe de manière très concrète, c'est que si un réfugié refuse l'attribution dans un centre d'hébergement d'une commune rurale, il peut se voit refuser, il se voit refuser une allocation qui s'appelle l'allocation temporaire d'asile, qui est de l'ordre de 14,20 € par jour, ce qui fait quand même 426 € par mois. Donc l'incitation, elle porte sur les réfugiés eux-mêmes. Donc, si je vous suis, un réfugié qui n'aurait pas envie d'aller dans un village de l'Aisne ou de la Somme va perdre ses aides. Exactement. Et donc le but de cette manœuvre, de ce dispositif, c'est d'éviter l'engorgement dans l'agglomération parisienne qui concentre 40% des immigrés et qui n'a que la moitié à peu près des capacités d'hébergement pour les réfugiés. Donc de manière assez logique, on essaie de faire partager la charge, un peu comme en Allemagne aussi, c'est en Angleterre, ce dispositif existe déjà, mais effectivement, ça pose des difficultés d'intégration déjà, puisque les populations locales ne sont pas forcément toujours, très désireuses d'accueillir ces populations, ou pour elles-mêmes aussi. Oui, je me suis laissé dire que dans le sud de la France, d'ailleurs, c'était pas là où les destinations étaient les plus, bien accueillies, on va dire. Oui, et puis par ailleurs, pour les réfugiés eux-mêmes, il y a des capacités, les opportunités professionnelles ne sont pas forcément très nombreuses dans les zones rurales, et donc ce qui peut se passer, ce qui se passe d'ailleurs, c'est que ces réfugiés, une fois qu'ils n'ont plus cette allocation temporaire d'asile, ils retournent dans les agglomérations parisiennes, et notamment dans les campements clandestins et sauvages qu'on voit fleurir un peu partout en région parisienne. Alors ce que je vous propose, c'est que tout à l'heure, on joigne un préfet, qui est un ex-préfet, qui nous dira un peu comment il s'y est pris, comment les directives
perspectives font avancer les choses en termes d'accueil. Mais je voudrais revenir sur un détail de votre article qui est passionnant, qui revient sur un point. Ce sont les précédents qui ont eu lieu déjà donc en 2015. Parce que finalement, cette expérience, cette réalité aujourd'hui, elle fait suite à une expérience de Bernard Cazeneuve. Absolument, Bernard Cazeneuve qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, au moment où il décide le démantèlement de la jungle de Calais. Rappelez-vous qu'il y avait jusqu'à 9000 migrants au sein de ce campement sauvage. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que, évidemment, c'est notamment Porte de la Chapelle qu'on a vu se concentrer et affluer des migrants. Et à ce moment-là, les autorités ont dit il faut partager la charge dans les régions. Et ce qui risque de se reproduire là, d'ici l'été prochain avec les Jeux Olympiques qui arrivent, c'est qu'on risque de se retrouver dans la même situation, puisqu'en fait, il a été demandé au préfet en mars dernier par le ministère de l'Intérieur de créer des SAS, je cite, des SAS d'accueil temporaires régionaux pour des milliers de sans-abri, principalement des migrants dans toutes les régions, et ce, afin de désengorger les centres d'hébergement d'Île-de-France. Donc on risque de se retrouver dans la même situation, dans la même configuration qu'en 2016. Alors, justement, ça devrait, puisqu'il y a eu un précédent, puisqu'on a pu tirer, je dirais, des enseignements sur ce précédent, on devrait se dire, tiens, si ça n'a pas si bien marché que ça, quel intérêt d'avoir relancé cette idée en 2022 et de l'appliquer maintenant? Il y a une certaine forme d'hypocrisie au fond, puisque disons que évidemment, ça n'est pas l'idéal des campements sauvage de toute évidence, mais ça permet de matérialiser, si vous voulez, le nombre de migrants. On voit exactement de quoi il est question. Si on partage cette charge, là, il y a un procédé un petit peu plus, hypocrite. Et effectivement, on peut redouter les conséquences, notamment dans les communes rurales, de cette répartition. Donc, si je vous suis bien, la conclusion de votre article, c'est quand même que ça relève plus de l'échec du modèle d'intégration, d'un dispositif un peu utopique, selon l'ancien préfet Michel Auboin, d'ailleurs, qu'on va retrouver tout à l'heure, plutôt qu'une expérience florissante. Oui, absolument. C'est quelque chose qui peut fonctionner à petite échelle, mais qui de manière très réaliste, montre ses limites également, puisqu'encore une fois, la plupart de ces réfugiés retournent ensuite en agglomération parisienne ou dans les grands centres-villes. Là où il y a du travail. Là où il y a du travail, tout à fait. Comme fait remarquer Jean-Marie, c'est avant tout un des facteurs d'intégration, c'est évidemment le travail. Et s'il n'y en a pas dans les campagnes, parce que c'est pas si simple que ça. Le travail, les déserts médicaux aussi, l'éducation, la capacité à intégrer ses enfants dans les écoles, il y a tout un tas de facteurs auxquels sont confrontés la plupart des Français moyens et que les réfugiés risquent de connaître également. Alors, avant de retrouver nos invités, je voudrais vous interroger, Victor Lefebvre, sur une autre mesure dont on a entendu parler à peu près à la même période. C'était l'Union européenne qui voulait imposer une amende. Je me souviens que c'était de l'ordre de 20 000 €, je crois, par migrant refusé, à tous les pays qui refuseraient de prendre leur quota d'immigrés. Où est-ce que ça en est, ça ? Alors, ça a été effectivement voté. C'est le pacte Asile et Migration qui a été passé entre le Parlement européen et les États membres. Et effectivement, donc, il est demandé, en fait, aux États membres d'accueillir jusqu'à 30 000 demandeurs d'asile, mais c'est dans le cadre d'un processus de relocalisation. C'est pour éviter que les premiers pays d'accueil, c'est-à-dire la Grèce, l'Espagne ou l'Italie notamment, ne soient pas uniquement les seuls à être confrontés à un afflux massif de demandeurs d'asile. Et effectivement, il y a une amende de 20 000 € pour chaque demandeur d'asile refusé, retoqué par le pays d'accueil. Si on compte le nombre d'immigrés en France que l'on régularise chaque année, entre 300 et 400 000, c'est à peu près ça ? C'est ça, 310 000 pour 2022. 310 000 pour 2022. Si on voit que les chiffres peuvent être astronomiques pour un pays qui refuserait de se soumettre à ces injonctions d'accueil. Oui, et c'est d'autant plus que les demandes d'asile, c'est 130 000 sur l'année 2022. Et il y a un chiffre qui date de 2016, qui est un peu vieux, mais de la Cour des comptes, qui dit que 96% des déboutés du droit d'asile restent sur le sol. Ils deviennent automatiquement clandestins. Alors, je vous propose que dans un instant, on revienne pour débattre de cette idée de répartition des immigrés sur les territoires. Quelle est la légitimité de cette idée ? Les Français en veulent-ils vraiment ? Pourquoi cette idée de répartition du flux migratoire est appliquée mais n'a pas été votée ? On en parle avec nos invités tout de suite. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre, nous sommes toujours avec Jean-Marie Bordry, Victor Lefebvre, et nous ont rejoint Pierre Gentil, avocat au barreau de Paris, qu'on est ravis d'accueillir, et Patrick Baudouin, président de la Ligue des droits de l'homme. Alors, Pierre Gentil, vous avez écouté attentivement les résultats de l'enquête de Victor Lefebvre dans Factuel sur la répartition des migrants sur le territoire et l'installation dans les villages de France. Qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Écoutez, c'est très juste. Je mettrais simplement un petit bémol, et on l'évoquait en off pour trahir le secret. C'est que moi, de l'expérience que j'en ai et des témoignages, c'est que vous avez raison de dire que quand on répartit les migrants dans les campagnes, on en a un certain nombre qui quittent en réalité ces zones rurales pour aller vers des zones urbaines. C'est peut-être à la fois pour des raisons liées au travail et au fait que dans les zones rurales, ils vont pas trouver nécessairement le travail qu'ils veulent, mais c'est aussi, je pense, une question de sociabilité. Je vous donne un exemple très concret, Argenton-sur-Creuse, où on a installé il y a 2 centres d'accueil de demandeurs d'asile, dits CADA. En réalité, moi, les témoignages que j'ai, et puis j'y vais assez régulièrement, c'est que ces gens-là sont partis. Argenton-sur-Creuse, c'est 5 000 habitants à peu près. Ils sont partis dans la ville plus haute, à Châteauroux, où il y a cette fois-ci 50 000, 60 000 habitants, parce que il y a des lieux de sociabilité. Parce que si vous voulez, Argenton-sur-Creuse, quand vous allez dans le café, faut connaître un peu les gens et vous vous intégrez pas aussi facilement. Quand vous êtes dans une plus grande ville, évidemment, c'est plus facile. Donc en fait, ce qu'on constate, je ne sais pas dans quelle proportion, mais tout de même, c'est qu'il ne reste pas autant à la campagne. Mais il y en a qui s'implantent, et effectivement, l'État, ce qu'on remarque, c'est que l'État, il y a une vraie volonté d'État, à travers le système que vous évoquez, c'est-à-dire l'amende, en tout cas la suspension de certaines aides, pour qu'ils restent dans ces zones. Mais on aura l'occasion effectivement d'en parler. Mais alors, il y a quelque chose que j'ai trouvé moi étonnant, c'est qu'on n'ait pas du tout entendu parler de ces encouragements à s'installer dans les territoires de France durant les débats sur la loi immigration juste au mois de décembre. C'est le grand absent. C'est le grand absent du projet de loi immigration qui au demeurant... Ensuite, il faut voir si on avait mis des dispositions là-dedans. Encore faut-il que ces dispositions soient jugées constitutionnelles. Et ce sera tout l'enjeu le 26 janvier prochain, puisque c'est la date qui sera choisie. Mais c'est certain. Moi, je trouve que c'est vraiment un enjeu dont on parle peu. Que la représentation nationale ne puisse pas dire son mot. Mais oui, alors d'autant que dans les zones, dans certaines zones, un certain nombre de zones dans lesquelles on a implanté des centres de migrants, je peux vous en parler dans la ruralité, on a une hostilité quand même, une hostilité assez générale. On a même parfois des mobilisations, des manifestations, et c'est ça qui est intéressant, pas des partis politiques. Je peux vous en parler à Bellarbre, par exemple, dans l'Indre. Ce sont les habitants de ce village, et il y a eu d'autres cas, qui s'organisent et qui manifestent à la fois pour des raisons démocratiques, parce qu'on leur impose, évidemment, et aussi pour des raisons de politique générale. Donc ça, c'est un phénomène qui se développe. Alors, je voudrais interroger Patrick Beaudoin, dont je rappelle qu'il est le président de la Ligue des droits de l'homme. Vous trouvez normal, vous, à titre, je dirais, citoyen, que la représentation nationale n'ait pas eu son mot à dire, ne vote pas ces dispositifs d'incitation, bref, qu'on ait l'impression qu'il y a des choses qui se passent, mais dont on si Factuel n'avait pas enquêté, on n'en aurait rien su, entre guillemets. Je pense qu'il y a plusieurs explications à cette absence de prise en compte lors des débats et du vote de la loi immigration. Je pense que le premier, c'est la philosophie globale du projet. C'est un projet qui consiste à limiter l'immigration. Donc à diminuer la proportion de migrants sur notre territoire. Donc l'idée d'intégrer une répartition par zone rurale, sur le territoire, pour mieux répartir sur le territoire, quelque part, ça s'intégrait pas tellement dans la logique de base qui consiste à limiter les venues de migrants. Parce que ça veut dire, oui, on les fait venir et puis on essaie justement de faire en sorte que ça fonctionne mieux avec une meilleure répartition. Je pense que ça peut être une des raisons. Puis je pense aussi qu'il y avait tellement de sujets conflictuels en débat qu'on n'en a peut-être pas rajouté un supplémentaire. Bon, les explications sont peut-être banales présentées ainsi, mais je crois que c'est un peu le fond malheureusement du problème. Alors pour revenir au débat, je voudrais quand même vous demander, est-ce que vous trouvez ça intéressant, vous, à titre personnel, de répartir les migrants sur l'ensemble du territoire? Voilà. J'allais y venir, c'est ce que j'appelle le fond du débat. Ouais. En soi, on n'a pas d'hostilité, si vous voulez, sur ce principe, pourquoi pas. Sauf que il y a plusieurs bémols qui ont été très bien évoqués tout de suite, d'ailleurs, je pense. Le premier, tout de même, c'est qu'il ne suffit pas de dire on va répartir sur le territoire, il faut s'en donner les moyens. Et s'en donner les moyens, ça veut dire qu'il faut des lieux d'accueil, donc il faut pouvoir loger les migrants, et puis il ne faut pas les laisser dans la nature. Une fois qu'ils sont à un endroit, ils n'ont pas vocation à rester
inactifs, à rester à attendre on ne sait quoi. Il faut leur donner un travail. Il faut qu'ils aient la possibilité d'un travail et d'une perspective. Et ça, je pense que pour l'instant, sous réserve peut-être d'études plus approfondies qui ont pu être faites, c'est pas tellement mis en œuvre. C'est le premier point. Le deuxième point qui a été évoqué et qui a été qualifié de problème de sociétabilité, je crois que c'est un problème beaucoup plus large, qui est l'attitude que l'on peut avoir vis-à-vis des migrants dans certaines contrées, puis même ça se retrouve d'ailleurs en milieu urbain comme en milieu rural à la limite, sauf qu'en milieu rural, vous êtes sur de plus petites communautés. Donc ça se répercute d'une façon différente. Alors on l'a vu, vous avez raison, à Bellâtre, je crois, dans Bellâtre, pardon, dans le centre. C'est un petit village, vous avez le droit d'écorcher. Oui, il y a Calac aussi, qui a quand même été un des exemples fameux, puisque on avait reculé du reste. On avait le maire de cette petite commune qui voulait à tout prix implanter ce centre d'accueil pour les migrants, qui comportait peu de personnes. Je crois que c'était 20-30 personnes, c'était très très peu. Il y a eu une telle hostilité qu'il a dû reculer, ce qui est bien dommage d'ailleurs, mais il était l'objet de menaces et on peut comprendre qu'il recule. Donc je crois que sur ce deuxième point, là aussi, il y a un travail tout de même qui est à faire, mais qui est un travail beaucoup plus général, c'est-à-dire le travail par rapport aux migrants. Oui, alors Pierre, vous voulez réagir? Alors, deux points, un point d'accord et un point de désaccord. Un point d'accord sur le fait qu'effectivement, la ruralité n'est absolument pas adaptée, en tout cas celle dans laquelle on veut mettre ces migrants. On a vraiment l'impression qu'on veut les mettre comme on les aurait mis dans des hangars. C'est-à-dire, on ne veut plus, concrètement, Paris sature, l'Île-de-France sature, et on veut dégorger Paris, peut-être d'ailleurs à l'approche des Jeux Olympiques, peut-être. Et c'est la raison pour laquelle on va les mettre dans des zones qui ne sont absolument pas adaptées. Je prends l'exemple de Bellâtre, effectivement dans l'Ain, que je connais bien, mais il y en a d'autres aussi dont je pourrais parler, notamment dans la Creuse ou dans la Corrèze. C'est un village de 900 habitants, il est à 45 minutes de la première gare en voiture, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de bassin d'emploi. Que vont faire ces 30 migrants chaque jour, quotidiennement, dans ce village? Premier point. Donc ça, c'est plutôt un point entre guillemets, un point d'accord, puisque effectivement, il n'y a pas socialement, si vous voulez, on a complètement décharné les services publics de la ruralité. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on offre à ces gens? Dans l'esprit du ministère, que ce soit des Affaires sociales, que ce soit du ministère de l'Intérieur, est-ce que ça veut dire qu'on peut imaginer que ces gens restent toute la journée à attendre le repas? Je pense qu'encore une fois, on gère à la petite semaine un problème urgentissime, et surtout un problème dont on a l'impression qu'on le résout sur le coup, mais en réalité, le robinet est toujours ouvert et nous avons toujours 500 000 entrées légales chaque année sur le sol français. Donc là, je termine sur le, entre guillemets, point d'accord, sur le point de désaccord tout de même. Et ça, je pense que c'est vraiment un point fondamental. C'est quand bien même, c'est le sujet de fond, quand bien même il y aurait les capacités, je le dis, parce que c'est pas qu'une question économique. Moi, je ne ramène pas l'immigration que sous un prisme économique. C'est aussi une question démocratique et c'est aussi une question culturelle. C'est la question de notre peuple. Parce que deux choses, déjà, quand on nous dit c'est des réfugiés, des gens qu'on va accueillir, non, on va pas les accueillir, arrêtez. Ces gens, ça fait 40 ans qu'on dit ça, ils restent, ils font des enfants, ils sont naturalisés français, leurs enfants sont français. Donc en réalité, c'est pas juste... Le mot accueil est important, vous savez. Au commencement était le verbe, et aussi au commencement était le malentendu. Parce que en réalité, c'est pas juste l'accueil, c'est l'intégration et le fait qu'ils restent, et qu'évidemment, la population française va changer. Et le deuxième point, ça fait 50 ans. 50 ans qu'on nous dit c'est 20-30 personnes. Parce que vous avez raison, à Calac, et ce qui est arrivé à Smer est scandaleux. Je ne vais pas là-dessus. Évidemment, moi, je suis dans le débat politique. Je n'approuve pas tout ce qui peut se faire dans des proportions complètement délirantes. Mais pour autant, sur le fond, parce que ça ne doit pas confisquer le fond du débat, c'est que ça fait 50 ans qu'on nous dit c'est 20-30 personnes. Regardez l'état du pays aujourd'hui. On ne peut pas dire que c'est juste 20-30 personnes. C'est 20-30 personnes plus 20-30 plus 20-30 plus 20-30. D'accord ? Et je rappelle que l'immigration ne cesse d'augmenter chaque année. Et enfin, et ça c'est le point de fond, et je m'arrête, c'est promis. Ah oui, parce il faut parler, je me permets, il faut parler des grandes masses. Encore une fois, moi ce que j'aimerais, et je vais poser une question à monsieur, c'est... Monsieur Baudouin, pardon. L'Afrique comptera en 2050, selon les projections, 2 milliards d'habitants. Nous avons 52%, selon un sondage de 2022 de l'Institut très sérieux African Youth Survey, 52% des 18-24 ans qui projettent d'émigrer. Moi, la question que j'ai envie de poser, c'est combien et jusqu'à quand ? Parce qu'encore une fois, c'est un choix de société, c'est aussi un choix démocratique. Je le dis, on n'a pas consulté ses habitants, comme on n'a jamais consulté les Français sur la question migratoire. C'est jusqu'à quand
Et combien de migrants allons-nous accueillir? Parce Patrick que Baudouin. sinon, ou alors, on accepte que la France et l'Europe deviennent un pays africain. Mais c'est une question qu'il faut poser. Patrick Baudouin doit avoir une autre approche du problème. Oui, sur ce dernier point, effectivement, il y a un vrai désaccord. Jusque-là, je ne l'avais pas senti, mais là, je le sens très bien. Vrai désaccord pour plusieurs raisons. La première, c'est contrairement à cette présentation qu'on essaye de nous inculquer, de nous infliger, j'allais dire, il n'y a pas cette invasion migratoire. Il suffit de voir les chiffres. Il y a quelqu'un comme François Héran, par exemple, qui a beaucoup étudié ces questions. On voit très bien qu'il n'y a pas de cette invasion migratoire en France. On voit très bien qu'il y a d'autres pays qui sont des pays voisins européens qui accueillent beaucoup plus d'étrangers que nous. Je pense en particulier à l'Allemagne. Je pense sur le droit d'asile, par exemple. Je crois qu'on accueille ces 5% des personnes qui sollicitent le droit d'asile en Europe, alors que notre population est de, je ne sais plus, 15% de l'Europe ou plus. Donc, arrêtons de présenter les choses sous cet angle, premièrement. Deuxièmement, le deuxième point, c'est que arrêtons aussi de présenter l'immigration comme étant potentiellement un danger, une charge. L'immigration, c'est pas un fardeau. L'immigration, je crois que vous êtes très en désaccord avec l'immigration n'est pas un fardeau. L'immigration est une chance, à condition, et là je rejoins le propos tenu précédemment, à condition effectivement de créer les conditions d'une intégration. Mais le troisième point, c'est que... Brièvement, parce qu'on va vous retrouver après la... On peut dire tout ce qu'on veut, mais de toute façon, on se heurtera effectivement dans les années à venir, sauf à créer des forteresses qui ne résisteront pas, on se heurtera à une augmentation des migrations. C'est inéluctable de par le réchauffement climatique, de par beaucoup d'éléments que tout le monde connaît. Alors, donc, tenant compte de ces données, au lieu de dire on va y remédier par des refus et des rejets. D'accord. Dans un instant, on poursuit avec nos invités. On va rejoindre aussi Michel Auboin, qui est un ancien préfet, qui va nous raconter comment les injonctions à accueillir des migrants se passent sur le terrain. Et on va aussi se demander si l'Union européenne est bien dans son rôle en imposant des sanctions financières pour tous les pays qui ne prennent pas leur quota d'immigrés. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre, une heure d'analyse, de décryptage des affaires qui font l'actualité. Nous sommes toujours avec Jean-Marie Bordry, avec Victor Lefebvre, auteur d'une enquête remarquée sur factuel.media sur les injonctions, les invitations aux migrants à aller sur les territoires plutôt que rester dans les métropoles. Pierre Gentillet est avec nous, avocat au barreau de Paris, et Patrick Baudouin également, président de la Ligue des droits de l'homme. Alors aujourd'hui, nous parlons évidemment immigration. Et en lisant Factuel Média, on a découvert que ce dispositif de répartition existe dans les faits depuis qu'il avait été annoncé par le président de la République en septembre 2022, mais qu'en revanche, on n'en a pas discuté dans le cadre de la loi immigration. Ceci étant dit, sur le terrain, comment ça se passe? Je vous propose de joindre par téléphone Michel Auboin, qui est un ancien préfet, et qui nous raconte très concrètement les choses. Michel Auboin, bonjour. Bonjour. Alors, nous avons besoin de vos sciences et de votre expérience. Comment se passe le dialogue entre les préfets et les maires de petites communes comme ça pour essayer de répartir ces immigrés sur le territoire? Alors, ce qu'il faut peut-être redire d'abord, c'est que l'hébergement n'est obligatoire que pour les demandeurs d'asile. Donc les demandeurs d'asile sont des migrants qui, durant le temps où ils demandent asile, en général 18 mois, parce que la plupart font un recours devant la CNDA, l'État a l'obligation de les loger dans des dispositifs qui s'appellent en général des CADA, mais il y a d'autres dispositifs d'hébergement qui existent. On a environ entre 150 et 200 000 personnes qui se trouvent dans cette situation. Quand ces 200 000 personnes sont regroupées sur Paris, parce que le paradoxe, c'est que toutes leurs procédures se font à Paris. Vous avez compris, l'OFPRA est à Paris, en tout cas la région parisienne, la CNDA aussi, et donc ils ont en général tout l'intérêt à rester dans la région parisienne. Quand on garde 200 000 personnes sur Paris et la proche couronne, c'est quand même très visible, quoi qu'on en pense. C'est plus de 10% de la population parisienne, donc c'est quand même très visible dans l'espace public. Et donc la tentation de les disperser sur le territoire national, elle existe déjà depuis un certain temps.
Et on voit bien, et c'est pas tout à fait nouveau, ça a déjà été mis en œuvre. Alors, dans un premier temps, on les a envoyés plutôt dans des grandes villes, dans les grandes villes de l'Ouest en particulier, là où il n'y avait pas beaucoup de migrants de façon spontanée, si je puis dire. Oui, des villes comme Rennes, Vannes, Quimper, etc. Voilà, notamment toute la Bretagne, c'est vrai. Et puis, à un certain moment, évidemment, ces villes sont elles-mêmes saturées parce que leur capacité à accueillir est faible. Et par ailleurs, la tentation est plus grande encore de les disperser davantage, parce que d'une certaine façon, si vous mettez 200 000 personnes dans chacun des départements, vous en avez beaucoup moins à gérer. Si dans les départements, vous les mettez dans les villages, évidemment, à la fin, ça fera que des petites unités, qui coûtent quand même, il faut se rendre compte, de plus en plus cher, parce que plus l'unité d'accueil est petite, plus il faut du personnel pour la gérer, plus ça coûte cher. Il vaut mieux faire une grande unité avec 1000 personnes que... Voilà. Ça, c'est de l'économie, mais tout ça est quand même financé par l'impôt, ne l'oublions pas. Le budget global de la gestion de l'immigration, c'est plusieurs milliards d'euros par an. Donc tout ça a un coût, évidemment. Alors après, la question, c'est où est-ce qu'on trouve des lieux pour les accueillir, et comment ça se passe et comment on invite les... En fait, c'est comme ça que c'est là où les choses se jouent, parce que le préfet fait faire un inventaire des locaux disponibles, et en France, on a des locaux qui sont facilement disponibles, c'est les anciennes colonies de vacances. Parce que, comme vous le savez sans doute, la plupart des comités d'entreprise, des communes, de la région parisienne en particulier, avaient des locaux de colonies de vacances en montagne, sur le littoral, en Auvergne, un peu partout, en fait, dans le milieu rural. Et ces locaux, aujourd'hui, sont souvent abandonnés parce que la notion même de colonie de vacances a changé. Donc, il y a quand même de moins en moins d'enfants qui vont en colonie de vacances. On peut regretter d'ailleurs, mais enfin, c'est comme ça. Et donc, ces locaux sont vides et souvent, il n'y a pas tellement d'autres solutions que de les recycler en centre d'hébergement. Et c'est comme ça que les choses se passent. Et en fait, quand le préfet appelle un maire en disant Monsieur le maire, vous avez une ancienne colonie de vacances qui est libre. Moi, j'ai l'obligation de faire un centre d'accueil des demandeurs d'asile. Est-ce que vous accepteriez? Je pense que la plupart des maires sont un peu réticents. C'est ce que j'allais vous demander. Comment ça se passe? Est-ce que ça reste est-ce que ça reste de l'ordre du dialogue courtois, ou alors si le maire est un peu récalcitrant, on lui fait remarquer je ne sais quoi. Est-ce que comment ça se passe, ça? Ça reste toujours du dialogue courtois, mais si on s'adresse à des maires de petites communes et que le préfet les appelle directement, c'est très compliqué pour le maire de la petite commune de dire Monsieur le préfet, non, vous comprenez, c'est gênant. Surtout si la population s'est pas manifestée, quoi. Il y a une relation. Alors évidemment, les élus sont libres, mais et le préfet n'a plus la tutelle sur les maires. Mais on a quand même une relation de contrôle, de rapport de force, subvention, de rapport de force. D'accord. Etc., Jean-Marie Bordry voulait vous poser une question. Oui, justement une question pour Michel Aubin, puisque c'est souvent la peur des populations, des villages qui apprennent l'arrivée de tel ou tel centre. Est-ce que concrètement, l'arrivée de tel ou tel centre dans des villages ruraux a causé réellement des problèmes de sécurité, ou finalement pas du tout? Ah si, ça en a causé, bien sûr. Oui, ça en a causé. En fait, quand il s'agit de demandeurs d'asile qui attendent d'avoir une décision les concernant et qui par ailleurs touchent une allocation temporaire d'attente, en général il n'y a pas tellement de problème parce que ces gens-là n'ont pas vraiment intérêt à créer du désordre autour d'eux. Mais le problème c'est quand ils ont été déboutés du droit d'asile et qu'ils restent dans les locaux, parce que à ce moment-là ils ont plus rien à perdre ni rien à gagner, et parfois leur comportement devient difficile pour les populations. Et c'est dans quelle proportion, en général, ceux qui sont déboutés par rapport à ceux qui sont accueillis? La moitié, à peu près. D'accord. Alors, normalement, et c'est tout le problème de cette politique de dispersion, c'est-à-dire, une fois que la personne est déboutée du droit d'asile, normalement, elle fait l'objet d'une OQTF, elle doit le partir. On sait bien qu'elle partira pas, pour l'essentiel. Et donc, ces gens-là restent sur place, mais du coup, il n'y a plus de solution. Parce qu'ils n'ont plus d'allocation. Ils sont hébergés, mais ils n'ont plus d'allocation. C'est là où ça se complique un peu.
Et il n'y a pas de solution locale. C'est toujours le problème. C'est-à-dire que, en fait, et c'est là où je pense qu'il faut réfléchir. Monsieur le président Baudouin disait tout à l'heure, il faut travailler sur l'intégration, mais vous voyez bien que nos dispositifs d'emploi, etc., sont déjà saturés. Il n'y a pas d'emploi dans le milieu rural aujourd'hui. Alors plus on descend d'ailleurs dans la ruralité, et plus c'est compliqué. Pas uniquement parce que les gens du cru sont pas ouverts sur l'extérieur, ils le sont comme partout ailleurs, sauf que les emplois partagés sont encore plus rares, quoi. Donc en ville, il existe, et notamment à Paris, en région parisienne, il existe toute une série d'activités un peu souterraines. Vous voyez les livreurs. Je ne cite pas de marque. Vous voyez de quoi on a bien compris. Voilà. Merci. Donc, en milieu rural, ça n'existe pas. Alors, merci Michel Auboin d'avoir été aussi précis. Vous nous avez vraiment éclairé de lumière de terrain. Patrick Baudouin, qu'est-ce qu'il faudrait essayer d'améliorer ? Ce que je pense du propos qu'on vient d'entendre, qui est extrêmement intéressant, parce que c'est un propos de terrain aussi, c'est qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de difficultés pour favoriser cette intégration en milieu rural. Ne serait-ce que parce qu'il est difficile de trouver des emplois qui peuvent correspondre à une activité exercée par des migrants. Donc c'est un fait. C'est pour ça que ce projet, d'ailleurs, qui est en cours depuis des années, n'a pas eu un succès considérable. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la question du droit d'asile. Alors, il y a les déboutés du droit d'asile. À compter du moment où ils sont déboutés du droit d'asile, logiquement, ils devraient retourner dans leur pays d'origine puisqu'on n'admet pas qu'ils puissent avoir l'asile. La réalité est autre, ça c'est vrai. Alors, soit on peut considérer que ces personnes vraiment ont sollicité un asile auquel ils n'ont absolument pas droit, donc il faut examiner les questions. Ils peuvent être envoyés dans un pays où ils n'encourent pas de danger, et il faut le faire, pourquoi pas. Ça, je ne suis pas, bien sûr, un partisan de la reconduction, du laxisme, etc. Sauf que dans certains cas, pour des raisons diverses, ce n'est pas possible. Donc là, nous, ce que nous demandons, alors je vais aller un tout petit peu au-delà parce qu'on a parlé de l'asile, mais la migration, pour beaucoup et pour davantage, c'est pas une migration de demandeurs d'asile. Ce sont des migrants qui viennent en France, alors pour des raisons de recherche de travail ou autre. Nous, ce que nous disons, c'est que dès lors que ces personnes se trouvent sur le territoire français, qu'elles ont la possibilité et qu'il faut leur donner la possibilité d'emploi, il faut les régulariser. Ça ne veut pas dire régulariser tout le monde, mais ça veut dire régulariser tous ceux qui peuvent l'être et qui doivent l'être. Parce qu'après, quand on nous dit qu'il n'y a pas de poste disponible, alors en zone rurale, ça j'en conviens. En revanche, dans les zones plus urbaines, c'est totalement faux parce que on a besoin, il ne faut pas se leurrer, on a besoin de ces travailleurs étrangers, on le sait très très bien. Et on ne trouve pas, parmi la population française, on va dire, pour trouver un terme simple, on ne trouve pas de personnes qui répondent à Alors ces... c'est l'argument que M. Dupond-Moretti a l'habitude d'utiliser. Le dernier point que je voudrais souligner, c'est que quand on dit c'est une charge, alors c'est vrai qu'il y a une part de charge, mais ces personnes sont en général des personnes qui ne sont pas des personnes âgées comme moi, qui peuvent coûter beaucoup plus cher à la collectivité en termes de santé ou autre, mais des personnes qui sont dans la force de l'âge. Et quand elles arrivent, et beaucoup le font, à trouver des emplois, parce qu'on leur permet de le faire avec des titres de séjour réguliers, elles contribuent à payer des cotisations sociales et elles ne constituent nullement un fardeau. Alors, donc je crois que c'est dans ce sens qu'il faut que l'on raisonne. Entendu. Pierre Gentillet, je vous ai vu prendre des notes. Et très brièvement, parce que... Très studieux. Hein. Très brièvement. Alors écoutez, je vais répondre à quelques arguments quand même, et ce qui me paraissent effectivement des arguments qu'on entend assez souvent. Le premier argument, effectivement, Éric Dupond-Moretti l'a aussi beaucoup utilisé, c'est concrètement, ces gens-là, ils sont dans vos cuisines, ils vous livrent vos repas et ils vous aident dans tous les métiers manuels et en Ile-de-France. Et c'est vrai qu'il faut constater une surreprésentation de l'immigration ou de personnes issues de l'immigration dans des métiers qui d'ailleurs sont généralement assez bassement qualifiés. Je ne dis pas ça avec mépris, mais l'air de dire que c'est les métiers qu'on prend immédiatement. Vous voyez ce que je veux dire? Et sous-entendu, on ne peut pas faire autrement. Écoutez, je vais vous dire une chose. Donc il faudrait plus de migrants. Premièrement, pourquoi est-ce que ces migrants prennent ça? Moi, je me souviens, alors, monsieur le préfet tout à l'heure a évoqué une société qu'on ne peut pas nommer,
avec une société de livraison à domicile. Et moi, je me souviens du tout début de cette société de livraison à domicile, de repas à domicile. C'était des Français d'origine européenne qui livraient plutôt en majorité. Et puis, ça a changé. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ce qui se passe, et il faut bien comprendre, c'est que pourquoi est-ce qu'on fait venir ces migrants ? Parce qu'ils acceptent de travailler dans des conditions et à des salaires, je dis les deux, conditions de travail et des salaires, dans lesquels c'est tout à fait légitime et normal qu'un Français ne peut pas accepter, mais toute personne en fait, toute personne humaine, ici je le dis, ne peut accepter de travailler dans des conditions de livreur qu'on connaît en Ile-de-France, à Paris ou ailleurs, etc. Donc en réalité, il faut prendre le problème à l'envers, ou plutôt à l'endroit. Il faut augmenter les salaires peut-être par des baisses de charges pour éviter qu'on arrive à ce type de situation. La Grande-Bretagne actuellement. Ça, c'est vraiment important. Et enfin, le tout dernier point, et c'est promis, j'ai terminé. Quand on nous dit, c'est un argument que vous évoquiez avant la publicité, qu'il y a d'autres pays qui accueillent. Vous savez, c'est pas parce que votre voisin saute par la fenêtre que vous devez nécessairement limiter. C'est parce que d'autres pays accueillent plus que nous devons nécessairement accueillir plus. La question, c'est pas de savoir plus ou moins, c'est est-ce qu'il est sur le fond bien, est-ce qu'il est cohérent et est-ce qu'il est même démocratique d'accueillir autant de migrants. Vous savez, l'Allemagne effectivement a accueilli beaucoup de migrants. Ça a coûté à Angela Merkel. Voilà. Merci Pierre Gentillet. Je voudrais remercier Patrick Baudouin d'être venu nous voir, président de la Ligue des droits de l'homme. Dans un instant, on change de sujet. On revient sur l'affaire Théo qu'a découvert la justice. Nous en avons beaucoup parlé. Que risquent les policiers accusés ? On en parle tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre, une heure d'analyse, de décryptage de l'actualité avec Factuel.media. Je suis toujours avec Jean-Marie Bordry. Toujours présent. Toujours présent. Victor Lefebvre également. Et toujours avec Pierre Gentillet, avocat à Paris. Nous a rejoint Marius Bocquet, journaliste. Vous suivez pour Factuel le procès Théo qui a lieu en ce moment même. Alors, petit rappel des faits pour nos auditeurs. C'était le 2 février 2017. Des policiers de la BST d'Aulnay-sous-Bois interpellaient Théodore Luaka, alors âgé de 22 ans, lors d'un contrôle d'identité. Des coups sont portés, certains vont entraîner des lésions graves. On parle de coups de matraque télescopiques dans des parties que la pudeur m'empêche de citer à l'antenne. Les policiers seront appréhendés. Théo, blessé, se retrouve à l'hôpital. Quelques jours plus tard, François Hollande lui rend visite. 7 ans après, eh bien, où en est-on ? On va se rendre compte que l'affaire n'est pas du tout aussi caricaturale que ce que les médias en ont fait à l'époque, Marius. Alors aujourd'hui, on a 3 policiers qui sont renvoyés devant les assises devant la cour d'assises de Bobigny. Donc le principal accusé qui est jugé pour violence volontaire. Marc-Antoine C. Oui, exactement, qui est donc jugé pour violence volontaire ayant entraîné une infirmité permanente, et les 2 autres policiers qui sont jugés, eux, pour violence volontaire, et un 4e qui, lui, a bénéficié d'un non-lieu faute d'éléments suffisants. D'accord. Donc, il y a un policier qui est encore sérieusement, je dirais, accroché, entre guillemets. Et qu'est-ce qui est devenu Théo ? Eh bien, Théo, aujourd'hui, il vit chez ses parents. Selon son avocat, il a dû abandonner les projets qu'il avait, notamment dans le sport. En fait, il était très investi dans le football, dans l'accompagnement des jeunes. Donc, selon lui, il peut plus faire ces activités-là. Il se concentre apparemment sur la musique. Il a sorti un album de rap en 2021. Et donc, là, en fait, dans les semaines, les mois précédents, il était surtout dans l'attente du procès. D'accord. Alors, l'un des policiers dont on parlait, le fameux Marc-Antoine C, a perdu sa réputation. Il a gardé quand même un poste de soutien informatique dans un petit commissariat. Oui, mais exactement. Il est arrivé à la barre en déplorant évidemment d'avoir un peu tout perdu, surtout son honneur dans cette affaire. Oui, effectivement, il a affirmé avoir perdu son domicile, avoir perdu sa profession, puisqu'il a d'abord été suspendu avant d'être réaffecté en effet dans un poste de soutien informatique dans un petit commissariat de province. Donc voilà, les policiers pendant la première journée d'audience ont vraiment essayé de se présenter en victime, c'est ce qu'ils ont dit. Ce qui a une dimension, qui est une dimension évidemment de cette affaire. Alors, ce qui est très intéressant dans votre article, c'est que vous expliquez que en fait Théo
a fait évoluer sa version. Et les policiers aussi ont fait évoluer leur version. Donc, commençons peut-être par Théo. Comment il a fait évoluer sa version? Alors effectivement, s'agissant de Théo, l'instruction pointe des déclarations évolutives, voire contradictoires. Il est entendu une première fois à l'hôpital et à ce moment-là, il explique qu'il a été pris à partie par les policiers qui le frappaient jusqu'au moment où l'un d'eux lui a baissé son pantalon, écarté son caleçon sur la fesse gauche et lui introduisait sa matraque entre les fesses, tandis que les deux autres le maintenaient. Lors de son audition par la juge d'instruction en mars 2017, il admettait que la chute de son pantalon n'était pas un acte volontaire des policiers, donc une version qui a déjà changé. Et lors de sa confrontation avec les policiers en février 2018, la juge d'instruction a par ailleurs fait remarquer à Théo que lors de sa première audition de partie civile, il a affirmé ne pas s'être débattu pour empêcher le menottage, ce qu'on contredit ensuite les images de vidéosurveillance de la ville d'Aulnay. Oui. Petite question, comment se fait-il que les images de vidéosurveillance n'aient pas été produites plus tôt? Ça a vraiment beaucoup... Elles ont fait partie du dossier dès le début de l'affaire, mais elles n'ont été révélées publiquement par Europe 1. C'est ça, c'est-à-dire que les médias ont tardé à révéler ces images. Oui, effectivement, c'est Europe 1 qui a publié la vidéo, donc près d'un an après les faits, en janvier 2018. Alors j'aimerais me retourner vers Pierre Gentillet. Cette affaire Théo doit vous inspirer en tant qu'avocat et en tant que citoyen un certain nombre de commentaires. Alors, oui et non, parce que vous savez que justement, un avocat, de par sa déontologie, ne peut commenter une affaire qu'avec des pincettes. Donc, c'est très bien que vous commenciez votre propos de cette manière. Ensuite, je peux tout de même effectivement faire certains rappels. C'est qu'à l'occasion de cette affaire, comme dans d'autres, d'innombrables autres, la présomption d'innocence a été constamment bafouée. Et c'est bien la difficulté. C'est-à-dire que j'écoutais attentivement ce que vous disiez, c'est-à-dire que finalement, en fait, il y a déjà une forme de sanction qui a été prise avant même qu'un coupable ait été désigné. Je dis bien désigné par la justice. C'est-à-dire que ce policier, finalement, aujourd'hui, sa vie, elle a complètement changé. Et c'est un euphémisme quand je dis qu'elle a changé. Elle a été brisée pour une partie. Donc quand vous disiez il est aussi un peu victime, oui, il est aussi déjà un petit peu victime. Je ne préjuge en rien, c'est important, de l'issue du procès. Mais le système médiatique dans lequel nous vivons fait que depuis... de plus en plus, je trouve, depuis une dizaine d'années, alors avec une focale particulière sur deux sujets, à la fois les violences policières ou violences commises dans le cadre d'une interpellation, et aussi, on en parle beaucoup avec l'affaire Depardieu, le cas des violences faites aux femmes. On a un procès qui est d'abord fait médiatiquement et qui a des effets, et qui a des effets immédiats. Qui a des effets immédiats sur la vie des personnes qui sont désignées comme ça à la vindicte. Alors, ensuite, je ne suis pas naïf, c'est-à-dire que, vous savez, les affaires judiciaires, elles ont déchaîné les passions médiatiquement. Depuis toujours. L'affaire Landru, ça date d'il y a plus de 100 ans. Évidemment. Donc, voilà, Docteur Pétiot, etc., etc. Donc, qui d'ailleurs ont été, enfin, pour l'un, reconnus coupables, c'est sûr, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas nouveau. Par contre, ce qui est nouveau, je trouve, c'est vraiment le tribunal médiatique. Oui, mais il y a quelque part toujours eu, et je le déplore, une forme de tribunal médiatique. Mais ça prend des proportions aujourd'hui par les réseaux sociaux, par un nouveau type de médias que sont les chaînes d'information en continu, qui fait qu'on rebondit sur chaque petit élément qui change complètement la donne. Et je trouve que c'est assez inquiétant. Oui. Vous aviez aussi à l'époque France Soir qui avait plusieurs éditions par jour, c'était à peu près le même principe. Hein, mais c'est encore renforcé. C'est encore renforcé. Alors, c'est donc une histoire bien différente, Marius Bocquet, que celle qui a été racontée à l'époque. On se souvient que la culpabilité, l'horreur qu'avaient inspiré les gestes des policiers à l'époque avait même déplacé le président de la République, François Hollande, avait été au chevet de Théo. On peut se demander, peut-être rappeler Victor Lefebvre, tiens, par exemple, comment la presse parlait de cela à l'époque? À l'époque, effectivement, comme vous le disiez, Pierre Gentillet, il y avait une certaine présomption de culpabilité envers ce policier. Il y avait une tribune qui était parue dans Libération 7 jours seulement après les faits, qui était signée Didier Fassin, qui est un sociologue marqué très à gauche, qui disait, je le cite, très à gauche, les policiers croient affirmer leur masculinité en avilissant celle de Théo, mais la dimension raciale et raciste est ici essentielle, comme le montre la qualification de bamboulin, entre guillemets. Car l'homme noir incarne la virilité. Qu'il réponde ou qu'il résiste, il lui faut la perdre. Des actes de sadisme comme ceux d'Aulnay-sous-Bois sont rares, mais la volonté de blesser la masculinité de leur public est en revanche fréquente parmi les policiers. Marius Bocquet, vous aviez repéré d'autres choses dans la presse de ce type, comme on avait présenté un peu cette affaire Théo, qui est beaucoup plus nuancée finalement. Enfin, nuancée, disons qu'au départ, le débat tournait beaucoup autour de la qualification de viol, qui avait été, en fait, les policiers, enfin, le principal accusé avait été mis en examen pour viol.
Et le débat a été relancé lors justement de la diffusion de la vidéo, où justement cette thèse a été un petit peu fragilisée dans les médias. Pour autant, bon, cette thèse du viol, elle n'a pas été créée de toutes pièces par les médias, puisque dès le début de l'affaire, la juge d'instruction en a connaissance et elle fait partie de la procédure judiciaire. Alors, on avait évoqué à l'époque, parmi les révélations qui ont été faites postérieures donc à l'interpellation, on a dit qu'il y avait eu des règlements de compte entre bandes et que peut-être Théo était dans cette logique-là. Est-ce qu'il reste quelque chose? Ça a été examiné, ça, pardonnez-moi, je ne connais pas le détail. Oui, je crois que vous faites référence à un procès verbal qui avait été révélé par le magazine Marianne et qui rapportait en fait des actes de torture, de viol, de sodomie entre trafiquants de drogue, justement sur ce point dans ce quartier-là. Et c'est un argument qui avait pu servir à la défense des policiers à ce moment-là, puisqu'il laissait accréditer l'idée que la blessure pouvait être antérieure à l'interpellation. Et finalement, non, aujourd'hui, les expertises ont montré que c'était vraiment l'interpellation qui était à l'origine de la blessure. On le rappelle, une plaie longitudinale du canal anal de 10 cm et une rupture du muscle sphinctérien. Voilà. Absolument. Alors, je voudrais profiter de la présence de Pierre Gentillet. Est-ce que on se souvient, François Hollande au chevet de Théo, est-ce que c'était sa place? Est-ce que c'est une bonne idée que les politiques interviennent dans le cours de la justice? Vous savez, on a coutume de dire que le président de la République, c'est le magistrat suprême. Le président de la République, c'est la magistrature suprême. Et justement, je pense que justement, quand on est un magistrat, c'est un parallèle que je fais, mais on doit justement faire preuve de prudence. Et évidemment, François Hollande, parce que c'est un politique, et que ça n'a jamais vraiment été un chef d'État, en réalité, et tout le monde l'a oublié, on a presque oublié qu'il était président de la République, vous venez de me le rappeler d'ailleurs. Le président, à l'époque, donc François Hollande, s'est rendu au chevet de Théo parce qu'il a vu, alors, il y a peut-être quelque chose aussi à déceler, qu'a repris beaucoup Mélenchon, c'est qu'il a vu dans les banlieues un électorat qu'il fallait récupérer et qu'il fallait mobiliser, et pensant ici le récupérer à travers cette cause Théo, alors même que les faits venaient de se dérouler et que, vous voyez, on en est à peine au procès, là. Absolument. D'ailleurs, on compte sur Marius Bocquet pour continuer à nous informer sur ce procès. Je vous remercie, Marius, d'être venu. Victor Lefebvre également, Pierre Gentillet également, évidemment Jean-Marie Bordry. Vous retrouvez l'émission sur sudradio.fr et les réseaux sociaux, notamment la chaîne YouTube de Sud. Et vous pouvez prolonger la lecture de votre enquête sur factuel.media. Il est bientôt 11h. Dans un instant, on parle auto avec Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Exactement, au programme La Révolution de Renault, ou plutôt l'offensive de la marque au Logeant sur tous les fronts en 2024. Ce sera avec le patron de la marque en France. A tout de suite sur Sud Radio.